Dimanche 4 mars 2018, à toutes et à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous voici une fois encore au rendez-vous de votre programme hebdomadaire Regard Majeur. Regard Majeur justement pour décrypter l'actualité socio-politique de notre pays. Au menu, nous parlerons de la lutte que mène le gouvernement Talon contre la corruption et l'impunité. Les débats se focaliseront sur le scandale au CNCB avec l'inculpation de son ex-directeur Antoine Dayori. À la SBE, on parle d'irrégularité dans la fourniture de compteurs. Nous reviendrons ensuite sur les propos du ministre Djokbenou au sujet des grèves, propos qualifiant d'illégales, les grèves en cours donc. Et enfin, nous allons analyser la sortie du bloc de la majorité parlementaire BMP, sortie au cours de laquelle les députés acquis à la cause du président Patrice Talon ont réitéré leur soutien au gouvernement. Mes invités ce dimanche, Francis Béo de Radio Azeke, bonjour. Bonjour Samson. Merci d'être là. En face de vous, Gaston Yamaro, directeur de Dema Radio. Bonjour Gaston. Bonjour Samson. Merci d'être là. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que Raoul Steve Gounouko de Radio Fraternité pourrait nous rejoindre sur cette émission. Le régime de la rupture a entrepris depuis peu une campagne de salubrité, on va le dire comme ça, économique. Le leitmotiv est sans nul doute rendre gauche aux fossoyeurs de l'économie nationale. Dans le scandale financier révélé au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, 10 personnes sont écrouées depuis le 27 février passé. 10 personnes dont l'ex-directeur général de la structure Antoine Dayori, un proche du chef de l'État, le président Patrice Talon. Alors, Francis Béo, l'inculpation de Dayori, l'un des premiers soutiens, je l'ai dit tantôt, du chef de l'État, n'est-elle pas la preuve de la lutte impartiale que mène le président Patrice Talon et son gouvernement contre la corruption, l'impunité dans notre pays? Votre question répond déjà à la question que vous me posez. Dayori, vous le connaissez très bien. Vous l'avez également dit, l'un des premiers soutiens avec son mouton offert au président Patrice Talon, tout de suite nommé directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin, un directeur général qui a pratiquement rang de ministre, parce que c'est une structure pas comme les autres, qui génère beaucoup de revenus, de flux financiers pour le Bénin. Donc, cette structure lui a été confiée. Et très tôt, je crois un an après, beaucoup de choses se sont révélées incorrectes dans la gestion de ce directeur général, premier soutien du président Patrice Talon, est également tout de suite relevé de ses fonctions. Et aujourd'hui, privé de sa liberté pour le moment, afin de répondre des actes qui lui sont reprochés pendant le temps qu'il a passé au niveau de la direction générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Donc, c'est dire que pour son exemple, on pourrait dire la lutte est désormais désorientée. Si elle était au prime abord orientée vers ceux qu'on a estimé qu'ils sont des opposants et qui sont en principe des Béninois, qui devraient à un moment donné répondre des actes qu'ils ont posés, des actes qu'ils ont pour le moment posés. Il revient juste à la justice de dire ces actes sont bons ou mauvais. Pour le moment, on leur reproche des choses. Ils sont présumés coupables ou présumés innocents. Ça dépend de la position dans laquelle on se retrouve. Et donc, il revient à la justice de nous le dire. Et le morceau qui est pris là, Dayori, proche de Talon, vient démontrer que la lutte n'est pas forcément orientée vers ceux qui ne vont pas dans la même direction que le président Patrice Talon, politiquement parlant. Très bien. Alors, Gaston Yamaro, êtes-vous surpris de l'arrestation d'Antoine Dayori? Non, pas surpris. Personne ne devrait être surpris parce que j'ai souvent l'habitude de dire que ceux qui ont à charge la gestion des affaires publiques doivent s'attendre à rendre compte. Et rendre compte, c'est aussi ça. À tout moment qu'on vous interpelle et que vous alliez
vous justifier, que vous alliez argumenter pour vous défendre, que ce soit devant une commission ou que ce soit devant la justice, c'est pareil. Sauf que si on peut un peu nuancer quand même par rapport à ce que Dayouri pourrait représenter comme un morceau appartenant à la rupture, qui soit épinglé, en remontant peut-être un peu aussi à l'histoire très récente de la politique à Materi, qui est sa commune d'origine, pour voir que Dayouri c'est quand même un petit poids très plume, complètement léger, totalement lessivé par Barthélémy Kassa en son temps politiquement parlant. Donc au fond, Dayouri ne représentait pas grand-chose. Certes, aujourd'hui, comme on le sait, il suffit d'être nommé directeur général quelque part pour reprendre aussi du poids politique. Il en reprenait avec une question: y a-t-il de place pour lui sur la liste de la rupture pour les législatives qui arrivent? Il y avait ça. Maintenant, vous êtes d'accord que la réponse devrait être à peu près non. Du moment où on lui a reproché une mauvaise gestion et il a été limogé de son poste, on ne peut pas s'attendre logiquement qu'on l'insère encore sur une liste des législatives appartenant à ce même gouvernement. Autrement, ça aurait été un mauvais point pour la rupture. Donc, c'est possible, on n'a pas toutes les preuves, que Dayouri soit dans les tractations pour plutôt se mettre sur notre liste concurrente avec Barthélémy Kassa, qui, il faut le dire, aujourd'hui, dans la commune de Materi, n'est pas aussi serein que par le passé. Il n'est pas aussi serein que par le passé. Et quand on regarde dans la sphère politique de Materi et environ, le seul concurrent aujourd'hui qui pourrait lui créer quelques soucis, je ne sais pas s'il peut lui tenir tête, c'était Dayouri. Donc on peut un peu nuancer aussi les analyses dans ce sens. Très bien. Alors, Francis Béot, si Antoine Dayouri était dans la position de Barthélémy Kassa, le gouvernement du président Patrice Talon aurait-il ce courage de le poursuivre, un peu comme ce qui se fait actuellement? Non, le président Patrice Talon a engagé une lutte et je ne sais pas si certaines personnes que nous qualifions de très proches de ce président-là pourraient en être épargnés, pourraient être épargnés de cette lutte-là, de salubrité économique engagée. Voyez un homme qui n'a pas peur de faire arrêter un proche, et Gaston Yamaro l'a dit, de quelle localité? D'une localité où il y a deux tendances, il y avait deux tendances. Barthélémy Kassa s'est rallié par la suite. Et donc, au départ, c'était Dayouri qui, politiquement, Gaston l'a dit également, finissait contre Barthélémy Kassa, qui, politiquement, avait beaucoup de chances de réussir. Et donc, faisant cela, on se poserait la question de savoir si Patrice Talon ne veut pas confronter Barthélémy Kassa et Antoine Dayouri à Materi et dans la circonscription électorale. Et il se fait que aujourd'hui, l'un et l'autre ont des dossiers. Des dossiers, même si à un moment donné, le tribunal a dit que c'est un non-lieu. C'est sur un volet précis de la question. Tout à fait. Donc, à tout moment, tout pourrait se passer. Donc, c'est l'homme le plus imprévisible dans cette lutte-là, c'est le président lui-même. Et il faut s'attendre à tout, quel que soit le soutien qu'on lui apporte. Très bien. Il faut s'attendre à tout. Alors, Gaston Yamaro, l'inculpation de Antoine Dayouri n'est-elle pas un signal fort à l'endroit de ceux-là qui se réclament aujourd'hui de la rupture et dont les noms reviennent sans cesse dans des scandales déjà que le Bénin a connus par le passé? Je veux parler par exemple du scandale PPEA 2, du scandale machine agricole et tous les autres scandales. Oui, mais ils le savent mieux que nous tous. Et ce n'est pas pour rien qu'ils se bousculent aux portes de la rupture, au prix de s'avilir eux-mêmes, au prix de se dénigrer, de vendre leur dignité et tout le reste.
ils sont dans le combat avec toutes les ailes pour pouvoir dire à Patrice Talon, nous sommes là, parce qu'ils savent que l'épée est toujours pendante au-dessus de leur tête. Et c'est logique qu'ils sachent que à n'importe quel moment, ils peuvent aller répondre. Et ils doivent répondre, parce que c'est ça la responsabilité. C'est bien quand vous nommez et que vous organisez une fête. Mais après, il faut savoir aussi qu'on doit rendre compte. C'est ça. Alors, Francis Beau, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'on peut espérer, un de ces 4 jours, la demande de levée de l'immunité de Barthélémy Cassa, pourquoi pas de André Biao Okunlola, dans les dossiers qui les concernent? Bon, heureusement que le dernier dont vous venez de parler, l'honorable André Okunlola, dit qu'il est prêt pour répondre devant la justice, si la justice l'appelle pour des faits qu'on lui reproche, affaire machine agricole. Il dit être prêt. Ce n'est pas nous qui avons dénoncé la chose dans le temps, c'est l'honorable Janvier Yawedewou qui est encore député à l'Assemblée aujourd'hui. Donc le combat va se faire entre eux. Si le dossier revient et que le tribunal demande la levée de l'immunité de ces députés-là, tel que ça fonctionne aujourd'hui, que ça fonctionne comme cela, pour que ces cas-là soient présentés devant le tribunal et qu'on voit clair. Ce serait même à l'honneur de ces députés-là de voir cette cause-là jugée pour qu'on ne revienne plus là-dessus et qu'on n'appelle plus désormais leur nom dans de sales affaires dans lesquelles on cite très souvent. Ils ont une famille. En principe, en temps normal, si on était dans les démocraties, les vieilles démocraties, ce sont eux-mêmes qui devraient saisir la cour, le tribunal, pour que les choses soient vite réalisées et qu'on lave, qu'ils lavent eux-mêmes leur honneur, l'honneur de leur famille. Mais comme au Bénin, le mot démission, ou le mot n'a pas son vrai sens, on attend qu'on vous pousse jusqu'à la porte. Nous aurions souhaité que le chef de l'État aille jusqu'au bout pour voir un peu les cas dans lesquels ses proches collaborateurs d'aujourd'hui sont impliqués. S'il y a une cour qui va les laver, que la cour les lave de tout soupçon et qu'ils soient socialement intégrés. Autrement, vous l'avez dit tantôt, vous n'avez pas dit que l'honorable Okunlola, excusez-moi le terme, est tout sauf impliqué dans l'affaire machine agricole. Vous avez dit, Barthélémy Cassa, PPEA2. Mais depuis là, ça dure. Mais personne ne vient dire le contraire de ce qui se dit par tout le monde. Le jour il y aura la cause jugée, on dira désormais l'honorable André Okunlola n'était pas impliqué dans cette affaire-là, dans laquelle on a toujours cité son nom. L'honorable Barthélémy Cassa, voilà le degré de son erreur dans tel dossier, et pour ça, voilà ce que la Cour décide. Autrement, on va rester là à tourner tout le temps. Et puis, dans 10 ans, cette affaire va revenir pendant que les enfants grandissent. Alors, Gaston Yamaro, pour refermer ce chapitre, est-ce que le président Patrice Talon n'aura-t-il pas le mérite de demander la levée de l'immunité de ces députés qui se réclament aujourd'hui de sa rupture, la rupture qu'il a apportée au pouvoir justement, pour pouvoir justifier l'impartialité de sa lutte? Oui, ce ne sera pas un mérite, ça va être plutôt un élément pour lui, pour prouver davantage sa bonne foi. C'est même une nécessité pour lui de le faire. Donc ce ne sera pas un acte d'éclat. Et ce ne sera pas une première, parce qu'il n'est pas le premier à demander la levée de l'immunité parlementaire de ses proches, même si on a estimé à l'époque que ce devrait être une petite comédie. Boni Yayi a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Cassa, qui, on ne peut plus le dire, était très proche de lui en son temps. Donc c'est une nécessité, et je crois que c'est pour ça qu'on a élu le président Patrice Talon. Il faut qu'il le fasse, et je trouve que ça met trop de temps. Mais quand est-ce qu'il le fera? D'aucuns estiment que, en l'état actuel des choses, s'il le fait, s'il le demande maintenant, cela pourrait lui faire perdre la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions qu'il souffre, alors qu'on dise que c'est une lutte contre la corruption en géométrie variable,
malheureusement. Et ça, ce n'est pas de nature, justement, à prouver qu'il est sincère. Parce que s'il doit faire tous ces petits calculs, ça veut dire qu'après, même s'il est sincère, on pourrait juste un peu agiter quelques arguments pour distraire l'opinion publique. Donc, il ne faut pas qu'il laisse un espace, un petit espace à la diversion. Donc, c'est d'aller tout de suite et maintenant et de prouver qu'il n'est pas dans les calculs. Autrement, ce ne serait pas bien pour lui, ni pour le pays. Francis Béot, pensez-vous que le chef de l'État peut solliciter actuellement, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, demander la levée de l'immunité de Barthélémy Cassard et de André Obiaou Okolala? C'est notre souhait. Et dans les cas dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas le chef de l'État qui a demandé la levée de l'immunité, donc c'est la justice. Si la justice a certaines informations sur... la justice, je crois, a des informations. Le ministre de la Justice, on a dit, c'est pas le gouvernement? Non, c'est la justice qui a demandé la levée de l'immunité. Mais quand on sait que le procureur de la République est sous l'autorité du ministre garde des Sceaux, on pourrait rapidement faire la similitude pour dire que cette demande pourrait émaner du gouvernement. Pourrait, d'accord. Pourrait, mais c'est le tribunal qui a demandé la levée de l'immunité. Ce ne sont pas les députés, ce n'est pas le gouvernement. Maintenant, la demande ira vers le gouvernement. Et il revient au gouvernement d'agir. D'enclencher la procédure, de saisir l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est dire que le président Patrice Talon, je vous l'ai dit tantôt, montre des signes d'un homme imprévisible. Est-ce qu'il gagnerait à le faire maintenant? C'est toute la préoccupation est là. Non. Parce que les élections législatives sont imminentes. S'il veut être vraiment porté en triomphe, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et s'il veut réussir après les législatives, c'est le moment de le faire. Parce que il ne faut pas qu'il fasse des calculs maintenant, qu'il attaque certains maintenant, et qu'il laisse d'autres après les législatives. Quand il va vouloir rebondir après les législatives, il aura laissé beaucoup d'espace, beaucoup de boulevards pour faire de la diversion. Très bien. Je voudrais dire, ce sont nos députés qui nous ont conduits à l'étape où nous sommes. Autrement, le président Patrice Talon, tout en introduisant le projet de révision de la Constitution, dit « je veux faire un seul mandat » avec des réformes à apporter sur le plan politique, sur le plan économique pour notre pays. Mais au niveau des députés, on s'est cogné la tête et puis on a rejeté et l'homme dit désormais on avisera. Dans ce j'aviserai là, qui sous-entend beaucoup de choses politiquement, souffrant que beaucoup de choses se passent également. Et donc, on a foutu le président dans la politique désormais et il commence par faire. On a fait la même chose pour le président Boni Yayi. Et 2 ans après, pendant 2 ans, il a ardemment travaillé pour ce pays-là, le président Boni Yayi. Et le reste du temps, il a consacré à faire de la politique pour se faire réélire pour un second mandat, d'où le chaos en 2011. Donc c'est un peu le schéma qu'on présente aujourd'hui et ce ne serait pas bien si chaque fois nous devons être dans le perpétuel recommencement. Le président Patrice Talon, on devrait lui permettre de faire les 5 ans, apporter les réformes pour qu'aujourd'hui on ne dise pas il a du penchant pour ceux-là qui... C'est après le rejet du projet que le bloc a été constitué, sinon le bloc n'existait pas. Alors, donc on est déjà en train de le pousser à faire de la politique politicienne au point où celui qui va regretter, ou ceux qui vont regretter désormais sont les populations. Et ce n'est pas une bonne chose. Le bloc existait, il n'était pas baptisé. Il n'était pas baptisé parce en introduisant ce projet de révision à l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement était sûr d'avoir en tout cas la majorité qualifiée pour pouvoir obtenir que l'Assemblée accepte d'étudier le projet. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un bloc qui est constitué, qui n'était pas baptisé certes, et il aura juste suffi d'extirper ceux qu'on a considérés comme des traîtres, de les extirper et maintenant de formaliser le bloc. Donc cela dit... comme des traîtres étaient aussi
dans le bloc. Le bloc Ils étaient dans le bloc. ensemble. Ils étaient dans le bloc. Oui. Donc, c'est pour dire qu'un bloc existait. C'est pour dire aussi que, attention, moi, j'essaye de faire violence sur moi-même pour ne pas prendre pour agent comptant ce que les hommes politiques disent. On ne peut pas dire que Patrice Talon n'était pas un homme politique. Si vous n'êtes pas un homme politique, vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir, vous organiser, conquérir le pouvoir et essayer de le gérer. Donc, je refuse et je refuserai toujours qu'on me dise que c'est à cause du comportement des députés que le président renie ses propres paroles. En ce faisant, il se fragilise. Il se fragilise. Donc, si la parole, comme il aimait le dire lui-même, si la parole présidentielle n'est pas sacrée et qu'elle doit se retourner suivant tel ou tel autre contexte, ça veut dire qu'on navigue à vue et ce n'est pas normal. Donc, moi, même proche du président Talon, je ne soutiens pas son aviserie. J'aviserai. Ce n'est pas bien pour lui. Parce que, voilà. Mais est-ce que c'est aussi les députés qui l'empêchent, par exemple, de revoir la position des couleurs de notre drapeau sur les documents officiels? La Cour constitutionnelle a sorti une décision pour ça. Donc, quand on veut aller de l'avant, il ne faut pas qu'on crée soi-même des freins. Il ne faut pas. Mais il sait que quand il est président, il a combattu des gens et que ceux-là ne vont pas dormir sur leur laurier, qu'ils ne vont pas tout lui donner sur des plateaux dorés. Donc, il sait très bien qu'il y a une opposition et qu'il y a des gens qui vont essayer de lui mettre entre griffes des bâtons dans les roues. Donc, s'il n'est pas conscient de ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour gouverner le Bénin. Il est vrai qu'après ce rejet du projet portant révision de la Constitution, Patrice Talon a avoué qu'il était surpris, j'allais dire, de cet affront que les députés, et même ceux-là... Les députés étaient dans leur rôle aussi. lui ont fait. On va évoluer. Un autre scandale en gestation à la SBE2E. Le rapport produit par la commission d'enquête sur l'acquisition des compteurs à prépaiement au profit de la SBE2E évoque des irrégularités observées dans la gestion et la fourniture de ces compteurs. Faut-il le rappeler? En effet, la Société béninoise d'énergie électrique aurait signé le 26 mai 2016 avec la société Medsal, à la suite d'un appel d'offres, un contrat pour la fourniture de 15 000 compteurs au prix unitaire de 48 664 francs. Mais au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. La SBE aurait préféré, sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016, continuer avec la société Medsal et renoncer à une offre moins coûteuse que lui proposait la société SGE, ce qui constituerait un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA, selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi passé. Eh bien, on peut dire, sans se tromper, Francis Beau, qu'en définitive, rien de scabreux n'échappera au gouvernement du président Patrice Talon. Scabreux, vous dites. Et ça doit être le souci de tout bon Béninois. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est scabreux, non? Bien entendu. Donc, si c'est mauvais, ben, il faut fouiller. Et quand on a fouillé, qu'on sorte ce qui est mauvais, comme le Conseil des ministres, le relevé l'a stipulé, et que par la suite, on confie le dossier à la justice, que la justice fasse son travail. Ce qui est dit là par le ministre, désormais porte-parole du gouvernement, fait tomber des nues. Pendant que ça se passait là, le ministre en charge de l'énergie était-il au courant? Qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est tout ça là qu'on doit pouvoir nous dire dans le relevé du Conseil des ministres. Si tant est qu'on veut rendre compte, les compteurs ne se sont pas déplacés pour venir dans les magasins de la SBE d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont dû réceptionner. Tout ce qui est dit là n'est pas bon à entendre. Qui sont hors d'usage. Ce n'est pas bon à entendre. Et donc, puisque on veut frapper un peu partout, qu'on frappe là, que le dossier aille là où il doit aller, ceux qui sont impliqués, qu'on les connaisse et que les sanctions tombent. Les gens ont besoin de ces compteurs-là. L'ancien président Boni Yayi, excusez-moi de parler, l'ancien président Boni Yayi
avait du mal à constater que les populations béninoises avaient un problème d'énergie électrique. Au point où il a distribué des compteurs comme des bouts de pain. On en a donné dans des villages sans étendre la fourniture de l'énergie électrique. Pour lui, avec un compteur, quelque part, le citoyen pourrait avoir de l'énergie parce que c'était une question de sous-développement pour lui. Il a fait ce combat-là. Aujourd'hui, si on constate qu'un nouveau gouvernement s'installe avec des procédés, enfin, le souci premier, c'est de fournir l'énergie électrique avec l'achat de ces compteurs-là à installer dans les maisons des Béninois, pas dans des maisons d'autres personnes ou dans un autre pays. Si tant est que le circuit qui a permis de recevoir ces compteurs-là est brouillé, il faut frapper. Il faut sanctionner jusqu'au dernier, au planton qui est impliqué dans cette situation-là pour éviter encore qu'on lui dise que la lutte contre ceci ou cela est orientée. Parce que je connais un peu ceux qui sont au niveau de cette structure-là, je les connais un peu. Voilà. Gaston Yamaro, des têtes pourraient tomber à l'issue de ce dossier, hein, et même dans le rang de la rupture. Oui, il faut que des têtes tombent. Moi, et même les têtes tombent. La lutte contre la corruption dont on parle là. Bon, je ne suis pas sceptique, mais je reste encore Saint-Thomas, comme d'habitude. Je reste encore Saint-Thomas comme d'habitude parce que, voilà, il ne suffit pas de façon tonitruante de citer les noms des gens, de les envoyer en prison. Ils vont passer 1 an. Après, ils payent une grosse caution. Quelqu'un détourne 2 milliards, on lui demande de payer une caution de 10 millions. Vous voyez la différence? Il la paye rapidement, on le libère provisoirement et ça devient une libération définitive. C'est ce qu'on a l'habitude de faire chez nous. Donc, je suggère, je souhaite fortement et vivement que Patrice Talon ne fasse pas ça, qu'il ne s'arrête pas juste là. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire sera vraiment peine perdue. On va gagner des points au niveau de Transparency International. On va dire qu'on a gagné 1 point en plus, on a gagné 10 points en plus. Mais au fond, dans les faits, on n'aurait pas eu de résultat parce que ceux qu'on a accusés d'avoir volé n'auraient pas réparé le tort qu'ils ont créé au pays. Ils n'auraient pas payé les dommages qu'il faut qu'ils payent et ils n'auraient pas non plus subi les vraies sanctions pénales dans ce sens. Donc, c'est 3 choses. Réparer le dommage, réparer d'abord. Donc, si on a dit que vous avez détourné 1 milliard, vous remboursez d'abord le milliard, si les faits sont établis. On calcule les dommages que vous avez créés au pays. Vous payez ça. Et en plus, maintenant, vous avez votre sanction pénale. Mais qu'est-ce qu'on voit? On s'amuse un peu, on se masturbe autour de la sanction pénale, peut-être administrative. La personne fait 6 mois en prison. Après, on dit libération sous caution. Vous avez détourné 1 milliard, on vous fait payer 10 millions pour vous libérer. Le pays gagne quoi? Rien. Au contraire, le pays perd. Donc, pour en revenir à la SBE, bon, là encore, ça peut être un peu... Bon, c'est vrai, le pays a des circuits, comme on aime le dire, et c'est difficile. C'est vrai qu'on n'aimait pas entendre Boni Yayi sortir dire « je n'étais pas au courant ». Ça m'énervait et ça doit énerver tout le monde parce qu'il est payé pour être au courant et non pas ça. Donc je me dis, entre mai 2016 et bientôt, dans quelques mois, mai 2018, ça fait 2 ans. A-t-on attendu 2 ans pour se rendre compte qu'il y a un problème? C'est ça la question. Donc c'est vrai que le bâton de la corruption peut être rétroactif comme on le voit, mais en même temps, il faut des systèmes pour veiller à ce qu'au quotidien, on empêche que d'autres scandales, que d'autres dossiers se créent. Or, si on prend le cas de la SBE, on est en droit de dire qu'on regarde tellement dans le rétroviseur qu'on ne voit pas ce qui se passe à côté. C'est vrai que 2 ans, ce n'est pas petit. Donc, beaucoup de choses ont dû se passer en 2 ans. Bon, est-ce que c'est pareil dans toutes les autres administrations, les directions générales et autres? Point d'interrogation. Donc, il faut davantage de la veille à l'interne. Je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qui a remplacé l'IGE aujourd'hui? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, on a ces inspections-là qui doivent jouer ce rôle-là au quotidien
pour empêcher. Donc on dit mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi on attend toujours que les scandales se créent? Aucun système pour détecter le plus tôt possible, et c'est bien après qu'on détecte. Donc ça veut dire que notre administration a un problème, on est d'accord, que l'homme béninois, l'homme, c'est partout que l'homme est toujours porté à tricher. Donc, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont mis en place des systèmes d'alerte qui permettent rapidement de détecter les velléités de fraude. La grande question qui revient souvent dans les débats, Francis Béaud, est-ce que le président Patrice Talon réussira son pari? Oui, il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse. S'il doit réussir, c'est foncer tel qu'il fonce là. Ne pas tenir compte de la couleur politique de celui qui est impliqué dans telle ou telle autre affaire. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été nommés sous l'ancien gouvernement qui continuent de fonctionner. Bien entendu. Les directeurs, les chefs de service, FCBE, Bontin, qui continuent de fonctionner. Donc, c'est dire que dans cette suite logique, ils considèrent les Béninois, je suppose, comme des Béninois à part entière. Et il faut les utiliser. Et si quelqu'un tombe sous le coup de la loi, qu'il sanctionne. Il a intérêt à réussir et oublier désormais qu'il y a encore 5 ans qui attendent. Pendant le temps qu'on y est là, c'est quand il va réussir les 5 premières années qu'on le portera en triomphe. Ce n'est pas quand il va finir de réussir les 10 ans. Non, c'est les 5 premières années qui détermineront les 5 prochaines années. Et si aujourd'hui on constate qu'il y a du 2 poids, 2 mesures dans la gestion des affaires publiques, il n'aura aucune cote de popularité à l'avenir. Mais Patrice Talon a reconnu que la réélection d'un président n'est pas liée à son bilan élogieux. Hein. Il suffit qu'il tienne les grands électeurs pour que la fête... Il faut rétablir que cet extrait a été sorti de son contexte. Malheureusement, on a été habitué. Son camp aussi, il avait fait poser. Son camp Zissou avait dit que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. La portion de phrase avait été sortie de son contexte. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi à Patrice Talon. Donc ce n'est pas bien intellectuellement. Et moi, je ne soutiens pas cette façon de voir les choses. Même si c'est vrai que certaines actions permettent de penser que c'est ça qui se fait. Mais il ne faut pas détourner les choses comme on le fait actuellement. Cette portion de phrase a été sortie de son contexte et ce n'est pas bon. Alors, Gaston Yabaro, je reste à... Je n'ai pas fini. Allez-y très rapidement. Vous avez demandé si le président Patrice Talon... S'il pourrait réussir jusqu'en 2021 avec le même engagement, la même détermination. Quand on connaît bien les Béninois, on a vu Boni Yahi en 2006, commandité des audits. Après, les résultats ne sont pas publiés. Il a marché contre la corruption dans ce pays. Mais tout ce qui a suivi, on le sait. Même avant lui, le président Mathieu Kérékou, le président Nicéphore Soglo, on va faire rendre gorge. Le président Mathieu Kérékou avec cette commission dirigée par Anne Adjaï Sika, pour tout ça là. Mais c'est qu'il faut désormais démontrer que si on met tout ça ensemble, on peut partir de quelque part. Et c'est certainement de ce quelque part là que le président Patrice Talon veut partir aujourd'hui. Il faudrait que la lutte évite d'être sélective pour aller jusqu'au bout. Là, on le porterait en triomphe. Autrement, le triomphe va être de non et le résultat sera négatif. Tel que ça a commencé, le DG SBE, sa proximité avec le président Patrice Talon, on connaît. Donc ce n'est pas parce qu'on est proche du président Patrice Talon qu'on a commis des impairs relevés au terme des enquêtes et mis à la disposition de tout le peuple béninois qu'on va continuer de fonctionner. Le DG est toujours en service. DG, SBE, avec ce qu'on a dit là. Bon, les autres sont des Béninois entièrement à part, et lui, les Béninois à part entière. Donc il faudrait que la lutte soit globale et qu'on aille jusqu'au bout. Gaston Yabaro, Patrice Talon est-il en train de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Ou bien c'est trop tôt de féliciter? J'ai dit tout à l'heure, c'est trop tôt. Il n'a pas encore fait quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres. Francis Béaud l'a dit.
Si c'est la demande de la levée de l'immunité parlementaire, ça a déjà eu lieu sous Kérékou, ça a déjà été fait, on a vu ça sous Boni Yahi et tout. Donc, il n'y a encore rien de nouveau. Hein. Au fond, il n'y a encore rien de nouveau. C'est quand, comme je l'ai dit, les trois conditions-là seront réunies, que moi je dirais enfin. Sous Kérékou, il faut dire peut-être avec le dossier des frais de justice criminels, ça par exemple où des gens ont été radiés, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées, le procès est arrivé jusqu'au bout, il n'y a pas eu de libération sous caution provisoire et autres. Le dossier a été véritablement vidé et des gens ont été complètement radiés. C'est ça. Et il y en a qui ont remboursé, à qui on a fait rembourser. Donc tant qu'on n'arrivera pas là, tout le reste est encore du saupoudrage. Juste pour gagner des points auprès des organisations internationales, c'est tout. Nous allons changer maintenant de sujet. Lors de son traditionnel point de presse, d'après Conseil des ministres, le garde des Sceaux a qualifié d'illégal les grèves en cours. Il a alors estimé que les défalcations opérées par l'exécutif sur salaire des grévistes se justifient. Une déclaration qui a suscité dans le rang des syndicalistes une levée de boucliers. Ma question, Francis Béot, est-ce qu'il revenait au gouvernement du président Patrice Talon d'apprécier la légalité ou non des mouvements de grève en cours? Non, puisque l'employeur aujourd'hui, c'est le gouvernement. Mais donc, il n'est pas juge. Oui. Nul n'a le droit de se faire justice. Mais il faut reconnaître que même sous le président Mathieu Kérékou, on a toujours chanté ça. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. On a chanté ça. Bon, aujourd'hui, non, c'est peut-être une manière de... Moi, je pourrais dire les revendications sont légales, mais les grèves sont illégales. Les revendications sont légales, mais les grèves sont illégales. Parce que dans notre pays, dans ce pays-là, il y a des structures qui sont créées pour détendre la tension sociale. Bon, apparemment, les gens se sont torchés avant de commencer par faire l'autre chose. Aujourd'hui, vous les avez vus, ils sont allés vers le président du Conseil économique et social pour poser leurs problèmes. Avant d'observer tout mouvement, le Conseil économique et social est une institution de la République qui devrait statuer sur les problèmes sociaux que rencontre un pays et les problèmes que les centrales et confédérations syndicales posent. Ce sont des problèmes sociaux. Ils devraient passer par le Conseil économique et social, d'abord par leur ministère, aller au Conseil économique et social et porter le problème à une commission qui va statuer pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais tout de suite, j'ai suivi un peu le SG Noël Chadaré de la COSI Bénin au terme de la rencontre avec le président du Conseil économique et social qui disait on a toujours fait des grèves dans ce pays-là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a toujours... Non. Quand dans un pays, on arrive à dire ça, ça veut dire que la grève est désormais banalisée. Le gouvernement, en principe, devrait s'efforcer de régler les problèmes des travailleurs pour que les grèves telles que ça s'observe au Bénin aujourd'hui ne soient plus aussi monnaie courante. Mais chaque fois, on brandit la menace de grève pour faire danser le gouvernement, pour faire chanter le gouvernement, au point où la grève n'a plus est vidée de son sens. Ça n'a plus sa valeur d'être. Pour un pain qu'on n'a pas trouvé, on va en grève. Pour un étudiant qui n'a pas eu on va en grève. Et on casse tout, alors que c'est l'argent du contribuable que nous sommes qui servira à construire ce que quelques groupuscules auraient cassé. Donc moi, j'aurais souhaité que, désormais, là, pour observer des mouvements de grève, il faut passer par des canaux. La grève, telle que ça se passe aujourd'hui, là, il faut lui donner un contenu. Il faut souvent lui donner un contenu. Et vous suivez un peu, au terme des rencontres, on dit on est allé en mouvement de grève parce que on a retiré le droit de grève aux magistrats et aux agents de santé, alors qu'on était déjà en concertation avec le gouvernement. Après, on dit on reprend le mouvement de grève parce qu'on a défalqué.
il y a toujours des points nouveaux qui s'ajoutent aux points qui étaient là, au point où, même si on s'assied là, par quel point on va commencer par régler les problèmes de grève. Donc, je crois qu'il faut pouvoir couper la poire en deux. Mais le gouvernement n'a-t-il pas contribué à ce rebondissement de mouvement de grève qu'on constate? À un moment donné, le gouvernement aurait pu ne pas défalquer à ces travailleurs. Du côté des magistrats, ils ont repris le travail et ils avaient mis en garde le gouvernement contre ces défalcations. Le gouvernement n'a pas cru devoir s'abstenir de ces défalcations. Alors, Gaston Yamaro, votre vis-à-vis constate que les revendications sont légales, mais les grèves sont illégales. Votre avis? Je trouve ça un peu contradictoire. Si les revendications sont légales et légitimes, dites-moi de quelle autre arme disposent les syndicalistes pour donc faire entendre leurs revendications légitimes et légales. Et remontons, pour faire un vrai débat de fond, une analyse de fond, remontons dans l'histoire de notre pays. Peut-on citer un seul gouvernement qui s'est levé un matin de son propre chef et qui a dit « j'augmente les salaires des travailleurs » sans qu'il y ait eu des mouvements, sans qu'il y ait eu des revendications? S'il y a un seul gouvernement qui l'a fait, on peut dire qu'on peut accorder ce crédit au gouvernement qui est en place. Mais c'est toujours de haute lutte que les travailleurs obtiennent ce qu'ils obtiennent. C'est d'abord eux qui produisent la richesse. Même quand on nous fait dire que l'enseignant ne produit pas de richesse, c'est quand même ce qui est suffisamment grave parce que chacun de nous, même malade couché, vous produisez de la richesse parce que dans le comprimé que vous achetez à l'hôpital, vous payez la TVA, vous payez les taxes. Donc même malade couché, vous contribuez à l'économie du pays. Encore moins quelqu'un qui est en activité, dont on prélève des taxes du salaire et tout ça, et qu'on pense qu'il ne contribue pas à faire entrer de l'argent. Donc, moi, je crois que le gouvernement a commis une erreur d'appréciation, et qui peut lui être préjudiciable. Que les grèves soient vidées de leur sens, je ne suis pas d'accord non plus. Si les grèves sont vidées de leur sens, pourquoi elles font frémir tout gouvernement? Pourquoi, quand les syndicalistes disent « nous allons en grève », aucun gouvernement ne dort en paix? C'est-à-dire que les grèves ont toujours leur sens et un poids. On ne se bat qu'avec les armes qu'on a à sa disposition. Maintenant, le reste, c'est le dialogue. Et je pense que le gouvernement de Patrice Talon est sourd au dialogue, ne veut pas les dialogues. Même la sortie encore du président hier seulement avec les femmes des marchés le prouve à suffisance. Donc, si au moins le gouvernement reconnaissait que les revendications sont légales, légitimes, ça aurait été un pas de plus. Mais à chaque sortie du président de la République, c'est qu'il veut faire un peu comme si les fonctionnaires sont à part, le gouvernement, en tout cas les pouvoirs publics à part, et le peuple à part d'un autre côté. Peut-on véritablement dissocier les fonctionnaires aujourd'hui de ce qu'on appelle la population? On ne peut pas. Déjà, les fonctionnaires sont une partie de la population. Mais prenez un fonctionnaire et voyez tous ceux qui dépendent de lui financièrement dans la chaîne sociale de chez nous. Donc, en créant du tort à un fonctionnaire, il faut que le gouvernement le sache, vous créez en même temps du tort même à ces femmes. Qui a dit que parmi les femmes qui sont arrivées hier, il n'y avait pas de femmes d'enseignants, qu'il n'y avait pas de femmes de fonctionnaires là? C'est ça un peu qu'il faut voir. Derrière un seul fonctionnaire, il y a sa petite famille, ses deux belles familles, ses cousins, ses neveux, et même des voisins de quartier qui viennent chez lui. Parce que lui, il a le privilège, un fonctionnaire, c'est vrai, c'est un privilégié. Mais voilà, quand on prend même les députés, ne se plaignent-ils pas? Parce qu'il est député du coin, tout le monde vient lui poser ses problèmes. Et c'est lui qui le fait. Donc, lorsque vous créez un problème, que vous refusez aux députés d'être épanouis, c'est en même temps aussi tous ceux qui viennent, tous ceux qui dépendent de lui, qui sont d'une façon ou d'une autre pénalisés. Et puis, celui qui fait tourner l'économie locale, là, c'est le fonctionnaire. Les ministres, là, où est-ce qu'ils s'approvisionnent? C'est dans les supermarchés. C'est eux qui mangent les croissants, même si l'autre syndicaliste a commis la bourde du croissant. Mais c'est eux qui mangent le croissant au petit déjeuner. Mais celui qui achète l'iam de Tourou, là, c'est l'instituteur en poste à l'école primaire de Tourou qui achète l'iam chez le paysan de Tourou. Et c'est lui qui donne l'argent.
Donc, si son pouvoir d'achat s'accroît, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, l'effet va se faire ressentir au niveau du paysan, au niveau de la vendeuse de Toubani à côté. Mais s'il ne peut plus acheter le Toubani, alors que le ministre, avec son salaire colossal, ne vient pas acheter Toubani, lui va manger les gâteaux et il mange quoi? Les pizzas. Chez les Libanais, en plus. Lui mange les pizzas dans les restaurants libanais. Donc, ce n'est pas l'économie, ça. Le fonctionnaire, c'est lui. Si on veut vraiment injecter de l'argent et réduire la pauvreté, le seul canal pour empêcher justement que les hommes politiques viennent distribuer de l'argent de façon anarchique, mais forcément, c'est de rehausser le pouvoir d'achat du fonctionnaire et ça va rejaillir. Puisque lui, consommer pour lui, c'est un besoin naturel. Donc, plus il consomme et plus l'argent redescend au niveau des petits commerçants. C'est cela. Alors, Francis Béo, chez les enseignants, on ne parle même pas de défalcation sur salaire, on parle de confiscation de salaire. Vous pensez que c'est une bonne option qu'a choisi le gouvernement du président Patrice Talon? Parce qu'à ce jour, ils n'ont pas encore perçu. En tout cas, le reliquat, si on estime qu'il y a défalcation aussi dans leur rang. Non, je ne crois pas savoir qu'on puisse confisquer le salaire des travailleurs. Ça, c'est, si on va sur le plan juridique, le gouvernement certainement laissera des plumes. Ce n'est pas bien de confisquer les salaires. C'est tellement que ça accuse un petit retard. Parce que les caisses sont vides, selon vous? Non, c'est ce que je dis. Je ne pense pas qu'il y ait confiscation du salaire. C'est sûr qu'il y a un retard parce qu'on est en train d'opérer des défalcations. Ce qui est sûr, ils auront le reliquat de leur salaire. Ce qui est sûr, on ne peut pas confisquer le salaire de quelqu'un pour quelques jours d'absence au travail. Tout le salaire, non. On peut défalquer le nombre de jours, mais confisquer son salaire, c'est une autre paire de manches et puis vous répondrez devant la justice. Non, pour moi, tout ce qui se dit là pouvait se dire dans des termes, même à faire entendre raison aux syndicats. Mais apparemment, le ton au niveau du ministre de la Justice, porte-parole, oui, le ton devient frontal. Et on se demande à quand la fin. Pour nous, citoyens lambda, on se demande à quand la fin. Et ceux qui perdent le plus là, ce sont nos enfants. Ceux qui perdent le plus, ce sont nos enfants. Ce sont les malades dans les hôpitaux. Il n'y a pas un citoyen plus citoyen qu'un autre. Nous sommes tous aujourd'hui béninois. Le problème se pose au Bénin. Les syndicalistes sont des béninois. Les gouvernants sont des béninois. Et je dis, il faut voir le bâton et la carotte. Il faut devoir couper la poire en deux pour que les enfants, qui sont des innocents, qui n'ont même pas encore l'âge de voter là, ne soient pas les victimes expiatoires de nos comportements d'adultes qui nous poussent à ce que nous sommes en train de voir là au Bénin. Gaston Ladier, je le reconnais, ce n'est pas du temps de Patrice Talon qui a les mouvements de grève. Ça existe depuis et ça a fait plier le président Mathieu Kérékou pour faire organiser la conférence des forces vives de la nation. Parce que là, peut-être que le sujet reviendra. Donc, le président de la République doit pouvoir voir la chicotte et l'enfant. Éviter de jeter l'eau du bain et le bébé. Parce que les enfants sont là et nous observent et c'est eux l'avenir de demain. C'est pour eux qu'on fait des réformes. Si les réformes sont dures sur leurs parents au point où ils ne peuvent pas supporter, ce ne serait pas bien. Donc voyons un peu le juste milieu, tapons dans le juste milieu, si tant est qu'on veut aller aux réformes, pour que ça ne découle pas, dénote pas sur la qualité du travail que l'on est en train de faire. Alors, Gaston Yamaro, le Parti communiste du Bénin a fait sa sortie suite à ces propos du ministre Joseph Diogbenou. Selon le PCB, la situation, la tension sociale qui prévaut actuellement au Bénin est comparable à celle que nous avons connue en 89, qui nous a conduit à la conférence des forces vives de 90. Non, ils n'ont pas raison. Le PCB n'a pas raison.
il y a peut-être quelques éléments, mais vraiment très infimes de ce contexte-là qui se répètent. Mais on ne peut pas dire que le contexte est exactement le même qu'en 89 ou 90. Parce que jusque-là, au moins, les Béninois perçoivent, les travailleurs perçoivent, continuent pas à percevoir, même si les enseignants sont en attente. Sauf les enseignants, y compris ceux qui ne sont pas allés en grève. Les cadres de l'administration, les directeurs et autres, qui ne sont pas allés en grève non plus n'ont pas encore touché leur salaire. Et ça, par contre, quelle que soit la raison, c'est une faute grave que le gouvernement vient de commettre. Il a ouvert la boîte à Pandore parce que les gens sont en grève et vous savez que vous allez défalquer. Pourquoi vous n'avez pas commencé à prendre vos dispositions à temps pour que jusqu'au 3 et autres, les gens ne soient pas payés? Quand on sait que le mois de février est un mois court aussi, donc il fallait anticiper. Donc je disais que le PCB n'a pas raison, il n'a pas du tout raison. Parce que là, nous voici sur le plateau en train de parler. En 89, on ne pouvait pas le faire. Il n'y avait que le RTB. Aujourd'hui, ETélé est là, DEMA est là, Zeke est là. Nous sommes là, donc le contexte n'est véritablement plus le même. Quoi qu'on dise, même si c'est avec le style Tobula et tout, on marche quand même. Ce qui ne pouvait pas se faire à l'époque. Donc, je crois qu'on n'est pas encore dans ce contexte et il faut prier qu'on n'arrive pas à ce contexte. Il ne faut pas que l'intention derrière soit peut-être de contraindre le président ou le gouvernement à sa chute et tout. On n'aura pas intérêt que le gouvernement chute. Certes, il faut faire plier le gouvernement, il faut que le gouvernement entende raison et qu'il essaye de voir le juste milieu et de ne pas foncer la tête baissée et de croire qu'on a la science infuse, que c'est ce qu'on décide là qui est bon. Non, on peut se tromper, surtout quand on est sous le feu de l'action, on se trompe facilement. Donc il faut vraiment que le gouvernement prenne du recul. Mais dans tous les cas, le PCB n'a pas raison. Vous savez, c'est leur mode de fonctionnement. L'hyperbole, c'est le mode de fonctionnement du PCB de tous les temps. Le dernier sujet pour refermer cette émission, on parle de la sortie médiatique du BMP. Le mardi 27 février dernier, les députés du bloc de la majorité parlementaire ont fait leur première sortie médiatique, au cours de laquelle ils ont réitéré leur soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon. Francis Béaud, que vous inspire cette sortie du BMP? Est-ce que c'est une sortie opportune ou inopportune? Non, c'est de la vitalité de la démocratie béninoise. Il fallait qu'il sorte pour apporter des précisions, des clarifications autour de certaines choses qui se passent en leur sein, puisqu'ils disent soutenir le gouvernement, démontrer que le gouvernement fait bien. Là où je n'ai pas apprécié les choses, c'est encore une fois les propos. C'est comme si le président Patrice Talon ne dirige pas et les opposants et ceux qui le soutiennent. Quand on dit nous allons désormais répondre du tac au tac, à quoi? Non. Il vaut mieux dire nous allons désormais apporter des précisions, des clarifications, chaque fois que le besoin se fait sentir. Mais quand vous dites, ça veut dire vous êtes prêt à embraser le peuple. Vous êtes prêt à jeter de l'huile sur le feu quand les autres, quand j'appelle les autres, enfin ceux de l'opposition, de la minorité, oui, pour poser un acte, vous êtes prêt à venir contredire. Mais dans la contradiction, on n'a pas besoin de dire du tic au tac ou du tac au tac. Non, on a besoin de faire comprendre au peuple ce qui se passe. Et ça s'arrête là. Donc, il faudrait que dans les formes, dans le contenu des choses, qu'on évite de faire penser que le Bénin a atteint un état d'embrasement au point où les autres sont à part et nous sommes dedans, les autres ne sont pas dedans. Le président Patrice Talon dirige le Bénin et les Béninois, et il n'y a pas de Béninois à part entière et de Béninois entièrement à part. Alors Gaston Yamaro, cette rentrée politique s'est faite sous le thème, je cite, « Engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment qualitativement notre pays ». Fin de citation. Cet engagement du BMP contraste-t-il avec les prérogatives de ses députés de contrôler l'action du gouvernement? C'est déjà ça, oui, brutalement, oui. Lorsque un député dit « nous », en faisant référence à l'exécutif,
ça fait frissonner. Ça fait véritablement frissonner. Et c'est suffisamment grave que des gens qui donnent des leçons aux autres se comportent de la sorte. C'est vrai, vous soutenez et vous êtes de la majorité et tout, mais un député ne peut pas venir parler au nom de l'exécutif. Je suis désolé. Et c'est ce qui se fait. Laissez les ministres parler au nom de l'exécutif, mais vous dites ce que vous allez faire en tant que député proche de cet exécutif pour lui permettre d'avancer. Encore que ils ne sont nullement engagés, ça c'est des mots. S'ils étaient engagés, ils n'auraient pas fait voix de toutes les couleurs à Patrice Talon, parce qu'au fond, le BMP, c'est lui le problème fondamental de Patrice Talon. Parce que ce bloc est incompétent, politiquement incompétent. Sinon, il aurait pu faire passer le projet de révision de la Constitution. Ils ont échoué. Ils ont fait voter des lois que la Cour constitutionnelle a rejetées. Donc, ils sont à tous les coups incompétents et n'accompagnent en rien le président Patrice Talon. En tout cas, pour ce qui concerne les résultats que le président veut, dont il a besoin pour avancer. Il ne peut pas avancer parce que ces députés ne réussissent pas à le faire avancer du point de vue de la législation. Donc, tout ça, c'est un tintamarre pour dire à Talon, nous sommes là, ne nous oublie pas. Mais au fond, dans les faits concrets, il n'arrive pas à donner des résultats à Patrice Talon. Alors à en croire ces députés Francis Béot, le BMP est prêt à lever l'immunité des députés de l'opposition. Est-ce que vous y croyez? Bon, pour moi, c'est que les loups ne se mangent pas entre eux. J'attends de voir. J'attends véritablement de voir ce qui va se passer là, parce qu'ils sont un certain nombre à avoir des dossiers souillés, scabreux, vous avez dit. Bon, donc, ils sont un certain nombre à avoir des dossiers qui portent ce qualificatif-là. Quand vous prenez, par exemple, le siège abandonné de l'Assemblée nationale là, à l'entrée de Porte-Novo, c'est un député qui a pris le marché. C'est un député qui a pris le marché. Et donc, si ça commence comme ça, c'est qu'on n'aura plus que quelques 5-10 députés à l'Assemblée nationale pour la fin de cette législature, la 7e-là. Je veux voir si désormais les loups vont commencer par se manger entre eux. Nous allons aviser nous-mêmes et savoir que désormais, ne va pas là-bas qui veut. Ne va pas là-bas qui veut, mais qui peut parler au nom du peuple, qui peut défendre les intérêts du peuple, qui ne défend pas ses propres intérêts. Gaston Yamaro, votre avis au sujet de cet engagement, compris les députés du BMP, à lever l'immunité des députés cités, ceux de l'opposition, bien entendu? Non, on n'a qu'à attendre juste quelques temps. C'est juste une question de semaine peut-être, ou une question de mois. Puisque l'action est enclenchée, ou en tout cas est en voie d'être enclenchée. Donc, on jugera s'il disait vrai ou pas. Alors, pour finir, on va apprécier. Quel est le lien que cette sortie médiatique de ces députés pourrait avoir avec les élections législatives à venir? Gaston Yamaro. Non, c'est clair que tous les états-majors s'activent, y compris l'opposition. On a vu les sorties de Boni Yahi à Parakou, à Keto ne sont pas anodines. Donc, toutes les troupes se mobilisent et c'est normal que le BMP aussi affine ses stratégies, peaufine sa stratégie de combat politique pour les législatives de 2019. Donc c'est de bonne guerre. Il y a forcément une relation et c'est normal. Donc on constaté avec regret l'absence des députés d'un certain nombre du PRD. Mais non, le PRD était représenté, c'est tellement que les autres qui sont au niveau du bloc, au niveau du bureau, avaient des empêchements. Autrement, le PRD était représenté, ils ont apporté les démentis par rapport à ce qui a circulé un peu là. Non, moi je crois que cette sortie-là, désormais, ou ces sorties qui vont commencer, permettront aux organes de presse qui ont été depuis peu oubliés de faire un peu de sous, parce que au nom de la confraternité. Vous pensez vraiment? Je pense qu'on doit pouvoir... De toute façon, moi, en tant que directeur de Malado, je n'ai pas constaté ça encore. Le passage des FCBE... Je n'ai pas constaté... Le passage des FCBE, voilà. Débat radio n'a pas été sollicité, peut-être pour la couverture. Donc il reste encore... Voilà encore ce qu'on dit. Donc, les organes de presse ont souffert. Le BMP, rien. Surtout dans le septentrion, on a souffert. On a souffert et on continue de souffrir. Parce que
on souffre. Aucun contrat. Et c'est là où le gouvernement fait mal aussi. Parce que nous savons on a dit qu'on a ailleurs, suspendu avec beaucoup de bruit. Mais après, c'est en catimini que c'est revenu pour quelques-uns. Oui. Alors que peut-être ils sont plus compétents que d'autres. Ah bon? C'est sur le terrain. Ah, d'accord. C'est sur le terrain que ça Mais se après, on verra bien. Bon. Et après, on parle de l'équité aussi. Je vous cite un propos de l'honorable Rachid Gbadamansi à cette rencontre qui disait justement ceci, Gaston Yamaro, le président Patrice Talon étonnera le Bénin. Quelle est votre lecture de ces propos? Est-ce que pour vous, c'est des propos flatteurs? Il lui jette des fleurs, c'est simplement. Et Rachid Gbadamansi en a là. On le connaît, donc c'est une flatterie tout court. Nous, on ne veut pas que Patrice Talon étonne le Bénin, on veut qu'il fasse son travail tout court. S'il fait son travail, le Bénin sera plutôt content, il ne sera pas étonné. Francis Béraud ne va pas partager le même point de vue que Gaston sur la question. Non, c'est peut-être sur le plan de la réalisation des infrastructures. Il y a des choses, quand nous prenons, puisque nous sommes à Parakou, que nos téléspectateurs nous excusent, hein, nous sommes à Parakou. Vous voyez, bientôt, des travaux vont démarrer. 70 km de bitumage de voies pour Parakou. C'est peut-être sur ce plan, et ça fait des milliards de francs. Sur ce plan-là, le Parakois sera étonné. Et quand le Parakois sera étonné, il contaminera celui qui est à Perere, il contaminera celui qui est à Tchaourou, et tout le Bénin sera contaminé. Donc, s'il y a des réalisations qui vont étonner, je suis d'accord, je suis partant. Que ce ne soit pas l'étonnement. Mon cher ami Francis Béraud, que ce ne soit pas l'étonnement du règne de Rachid Gbadamansi. Peut-être vous êtes dans le secret des dieux. C'est tout pour le compte de ce dimanche 4 mars 2018. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Vous auriez compris, Raoul Steve Gounounkon nous a finalement fait faux bon. Ce n'est que partie remise. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et à dimanche prochain.